Salut à tous, c'est Vince sur Plottime. Désolé pour cette petite absence, je n'ai pas fait de vidéo sur l'épisode 4 de The Last of Us, je sais, mais rassurez-vous, je me rattraperai lundi prochain et je vous expliquerai le pourquoi de mon absence. Bref, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire une grosse vidéo avec une bonne salve de news bien juteuses comme vous les aimez tant. Alors avant d'aller plus loin, rappelez-vous, j'ai mon nouveau podcast qui est sorti la semaine dernière, Ma phobie de la cancel culture, disponible sur mon Patreon, en lien en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça, vous allez voir, c'est très pertinent. Au sommaire, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons enchaîner rapidement parce qu'il y a beaucoup de sujets extrêmement différents. Trump va apparemment détruire Hollywood, vous allez voir. Une grosse section box-office, là aussi il y a beaucoup de choses à rattraper. Comme à chaque fois, une petite section Flash News. Ensuite, mon avis sur la nouvelle série Astérix et Obélix, le combat des chefs, comment ne pas en parler. Et nous finirons sur le plus croustillant Amazon qui vire la productrice des Anneaux de pouvoir. Bon, ça date, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis autant de temps à vous en parler. Pour commencer, Trump qui va détruire Hollywood. Alors, pour vous poser un petit peu le contexte, apparemment, Donald Trump impose des droits de douane de 100% sur les films diffusés aux États-Unis, produits à l'étranger. Donc, une stratégie visant à rendre défaillants les aides fiscales et les crédits d'impôt proposés par exemple, le Royaume-Uni, le Canada ou encore même la France. Les gros blockbusters comme Avatar ou même Jurassic World peuvent voir leur budget gonfler. Cependant, attention, et c'est là que je vais commencer à poser des nuances que vous ne direz pas ailleurs. Parce que oui, évidemment, les réactions, les surinterprétations n'ont pas manqué, c'est la fin du cinéma. Et là, c'est très rigolo parce que les mêmes cinéphiles qui t'expliquent que le cinéma ne se limite pas aux USA, crient maintenant à la fin du cinéma suite à cette réforme, mon Dieu! Bon, me concernant, je ne pense pas que cette taxe soit rétroactive avec des films qui ont déjà été tournés, parce que là pour le coup ça aurait été un vrai... là pour le coup ça aurait été débile. Le but est de booster l'économie américaine, faire ça c'est juste débile, voilà. Donc je ne pense pas que ce soit rétroactif, mais affaire à suivre. Ensuite c'est censé être une mauvaise nouvelle. Honnêtement moi ça m'a fait plus marrer qu'autre chose, alors je sais que c'est pas bien mais... C'est-à-dire que par exemple moi j'ai vu des gens dire que pour l'immersion c'est mieux de tourner dans les pays d'origine. On pensera à l'Odyssée de Christopher Nolan qui se déroule normalement en Grèce. Bon, même si pour le coup le tournage se déroule en Sicile, mais c'est géographiquement parlant par rapport à l'histoire. Mais en dehors de ça, il y a l'hypocrisie du deux poids de mesure. Selon moi, Nolan s'en tape totalement de l'immersion. Donc l'excuse de pour l'immersion, faut aller dans les pays d'origine. Tout le monde s'en tape. Voilà, c'est avec les effets spéciaux, les décors qu'on construit sur le tas, vraiment, Nolan le premier s'en tape. Et surtout, si l'immersion était sa priorité, il aurait pris le soin de faire un vrai casting basé sur des acteurs grecs. A noter également que depuis l'arrivée des effets spéciaux, les Américains, comme je vous l'expliquais, s'en cognent de savoir où leurs films seront tournés. Je sais pas, par exemple, on pensera à Netflix qui a décidé de tourner une fiction The Witcher en Afrique du Sud alors que c'est censé s'inspirer... Je suis désolé, c'est censé s'inspirer d'un univers nordique, donc voilà le foutage de gueule. L'immersion, ils s'en foutent complètement, et ça va s'empirer avec l'arrivée des IA qui vont prendre du terrain. J'ai aussi entendu pas mal de « Ouais, tous les blockbusters seront maintenant tournés sur fond vert ». Ah bon? Ah bon? Parce que ce n'était pas le cas avant, évidemment, ça n'a jamais été le cas. Ce n'était justement pas ce qu'on reprochait au Marvel, à la trilogie du Hobbit. Voilà, vous n'allez juste voir aucune différence par rapport à avant, mais à part ça... Et vous allez rapidement tourner la page dans une semaine. Voilà, dans une semaine, on n'en parle plus. Rappelons aussi que tourner en dehors de l'Amérique était une sorte finalement de fraude pour exploiter des salariés à moins cher, et ça, personne ne vous le dira. Sauf que jusqu'ici, ça n'a jamais été considéré comme illégal. Jusqu'à cette nouvelle taxe pour rééquilibrer la balance et rebooster l'économie américaine. Et oui, qu'on le veuille ou non, cette décision est en faveur des Américains. Donc, me concernant, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et on ne verra même pas la différence si ce n'est que les productions américaines arrêteront de gratter des subventions à droite à gauche pour produire des bouses comme le prochain Jurassic World. Oui, je me permets, je pense pas que ce soit un chef-d'œuvre. Et concernant les films qui ont réellement besoin d'être tournés dans d'autres pays, pour l'instant la loi est un peu floue, mais j'imagine qu'il faudra, par exemple, un genre de certificat spécial pour tourner dans un autre pays, un justificatif de façon à prouver que c'est bien pour les besoins du scénario et ne pas avoir à payer cette taxe. Bref, l'avenir nous le dira. Après,
Si on fait ça, je pense qu'il y aura pas mal de fraude, mais ça va quand même limiter la casse de façon à rebooster l'économie américaine et recréer des emplois locaux. Nous poursuivons sur une grosse section box-office en commençant par Blanche-Neige qui a stagné en dessous des 200 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Le film avait un budget de 270 millions de dollars, sans oublier le budget marketing, c'est un échec délicieusement cuisant. Suite à ce dernier, Disney a d'ailleurs suspendu, voire carrément annulé le développement du remake live-action de Réponse. Mon Dieu, ce que c'est bon! Par la suite, Minecraft, le film, est un carton plein avec son budget de 150 millions de dollars. Il se rapproche des 900 millions de recettes au box-office mondial et c'est une putain de catastrophe. Je suis très content de voir que des boosts comme Blanche-Neige bident, mais si derrière des films du niveau de Borderlands cartonnent, je suis désolé, mais on avancera jamais dans le bon goût. Bref, après ça évidemment, ça reste mon avis. Sinners, quant à lui, a rapporté près de 240 millions de dollars au box-office mondial. Il pourrait terminer sa course en gagnant plus de 300 millions de dollars. Le budget de production était de 90 millions de dollars et le budget marketing estimé était autour de 50 et 60 millions. Donc le film devra donc atteindre l'objectif des 300 millions de dollars pour estimer être à peu près rentable. C'est donc pour le moment un succès plutôt mitigé. Et pour finir, Thunderbolts a cumulé 162,1 millions de dollars lors de son premier week-end d'ouverture. Le budget de production était de 180 millions de dollars et je ne ferai aucun commentaire. Les gens ont décidé de faire de ce film un nouveau chef-d'œuvre. Ne me demandez pas pourquoi, je l'ai trouvé imbuvable pour toutes les raisons que j'ai déjà citées dans ma vidéo dédiée. Comme dit Mireille, les gens subissent une hallucination collective, mais bref. Côté jeux vidéo, vous savez, la page Twitter dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, Culture Crave, qui à nouveau a essayé de parler de Assassin's Creed Shadow, le fameux succès, vous savez, hein, le deuxième jeu apparemment le plus vendu de l'année aux États-Unis, mais vraiment, mais ces gens-là, enfin, en fait, ils ne mettent que les news qui les arrangent, qui vont dans leur sens, qui concernent à peu près les chiffres, les bons chiffres. Moi, j'ai envie de dire, mais les chiffres, on veut les vrais chiffres. Parce que là, oui, le deuxième jeu le plus vendu de l'année, ok, d'accord. Alors, c'était quoi la concurrence similaire à Assassin's Creed au même moment? Monster Hunter Wilds. Ok. C'était quoi au même moment le jeu qui a fait le plus de ventes? Monster Hunter Wilds. Voilà. Donc, allez vous faire foutre. Et pendant ce temps, nous avons Clair Obscur Expedition 33 qui, lui, a vendu 1 million d'exemplaires, des vrais chiffres. Là, on parle de vraies copies vendues en seulement 3 jours. C'est monstrueux. Et aujourd'hui, il a dépassé les 2 millions en 2 jours. Selon Soundfall Interactive, ils ont atteint ce cap plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Donc, achetez le jeu. Apparemment, c'est une valeur sûre, même s'il ne fait pas l'unanimité. Attention, certains affirment que le jeu est très bon, mais soit quand même bourré de défauts. Défauts qu'on a tendance à pardonner quand on sait qu'il a été réalisé par une petite équipe d'environ 30 développeurs, dont d'anciens d'Ubisoft. Si après ça le karma n'existe pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et c'est un petit peu la réflexion qui m'était faite avec Kingdom Come Deliverance lorsque j'y avais joué pour la première fois. Je me suis dit waouh, c'est bourré de défauts. Mais alors putain, qu'est-ce que c'est bon, parce que tu sens la passion à travers. Enfin, moi ça ne me dérangeait pas les défauts parce que je sentais la passion, c'était vraiment immersif, bref. Donc moi je vous invite à vous pencher sur ce jeu, je vais le faire bientôt. Nous poursuivons sur une petite section Flash News avant de terminer avec les plus gros morceaux de cette vidéo. Donc je rappelle, Flash News, ce sont les actus que j'ai envie de mentionner sans forcément commenter. En commençant par un film live action de Zelda en préparation, prévu pour 2027, préparez vos armures anti-cringe. Warner Bros balance la purée avec une salve de nouveaux films, en tout cas nouvelle suite en production avec Beetlejuice 3 en développement, Les Goonies 2 qui lui est en préparation, Matrix 5 en développement avec Drew Goddard à la réal qui avait travaillé sur la série Daredevil ainsi que La Cabane dans les Bois, et pour finir apparemment un reboot de Gremlins est lui aussi en préparation. Je sens que Warner n'aime pas beaucoup les prises de risques. Actu un petit peu vieille mais j'avais quand même envie d'en parler très rapidement, Val Kilmer qui est mort à l'âge de 65 ans. C'est une partie de mon enfance qui s'en va avec lui. La catégorie des meilleures cascades est enfin mise en place pour 2027 aux Oscars. Accrochez-vous, on va se taper des cascades de partout dans tous les prochains films. Les 4 Fantastiques subit une phase de reshoot alors que le film sort en juillet. Selon Disney, c'est pour effacer les dernières traces de wokisme. Non, je déconne. J'en sais rien du tout pourquoi. Le tournage de Shogun saison 2 commence en janvier 2026. Apparemment, l'histoire se déroulera 10 ans après la saison 1. Et pour finir,
GTA 6 a été reporté au 26 mai 2026. Vous savez tous, le jeu dont le seul être humain vivant sur Terre qui n'y jouera pas sera moi. Bien, nous pouvons passer aux deux plus gros morceaux de cette vidéo qui est en premier lieu Astérix et Obélix, le combat des chefs. Alors, je n'ai pas fait de vidéo dessus parce que je n'ai pas eu le temps, donc je compte me rattraper ici. J'ai vu la série et je ne vais pas passer par quatre chemins, j'ai adoré. C'est pour moi le deuxième sans faute d'Alain Chabat après Mission Cléopâtre. Alors, il y a quand même un gros point faible qui est plus qu'un gros morceau, c'est bien le doublage. Je trouve le doublage tout pourri. Il n'y a pas un seul vrai doubleur, que des acteurs, des copains, c'est horrible, le doublage, j'ai pas aimé. Alors, j'ai la distribution sous les yeux, on a Alain Chabat qui s'est auto-choisi pour interpréter Astérix. Je trouve que ça marche pas les masses. Bon, c'est pas le pire, mais c'est-à-dire que là, on a eu un Astérix très timide. Gilles Lelouch en Obélix, quelle horreur. Alors, Gilles Lelouch n'était pas bon en Obélix dans le film de Guillaume Canet, il ne l'est toujours pas dans ce dessin animé, vraiment, je préférais la version de Astier, donc j'ai oublié le nom de l'acteur, mais c'était un petit peu original, ça changeait un peu, là ça marche pas. Le pire du pire, je crois que c'est Laurent Lafitte en Jules César qui est dans un surjeu total. Ce n'est pas parce que tu es dans un dessin animé, enfin un film d'animation, une série d'animation, que tu dois forcément surjouer comme un mongol, non, ça ne marche pas. L'autre pire, je crois que c'est Thierry Lhermitte en Panoramix. À quel moment tu choisis Thierry Lhermitte pour jouer Panoramix? C'est Thierry Lhermitte qui ne se contente que de lire son texte. Oh, Astérix, tu es là? Bon, alors, je prépare de la potion magique. Non, c'est nul. Les précédents doubleurs des films Astérix de Astier étaient excellents, c'est dommage. Jean-Pascal Zadi pour Potus. Alors curieusement, je trouve que ça passe assez bien par rapport aux autres. Enfin, pour moi, le pire, je suis encore choqué par Thierry Lhermitte en Panoramix, et pourtant c'est l'un des plus gros personnages de cette histoire. C'est bien dommage. Donc voilà, le doublage est complètement pourri. Vraiment, arrêtez ça. Arrêtez de faire venir vos potes. On a les meilleurs doubleurs en France. C'est du gâchis. Donc voilà, s'il vous plaît, prenez de vrais doubleurs pour vos films d'animation, notamment les films comme les films et les séries comme Astérix. Mais à part ça, niveau point fort, on a un visuel, des couleurs et des décors extraordinaires, toujours dans le même ton des précédents films d'animation 3D qu'on a vus. Enfin, je mentionne Astier, mais c'était également des films d'animation réalisés par Louis Clichy, qui a travaillé dans je crois, des Pixar, qui est un très bon réalisateur d'animation. Bien que l'animation soit parfois un petit peu rigide, ça reste quand même de très grande qualité, en tout cas pour une série d'animation. La réalisation est très bonne, là c'est aussi bon que les films précédents, surtout sur l'épisode final, on en parlera après. Le scénario, l'écriture, il n'y a pas grand chose à reprocher. L'histoire originale a été remaniée de façon à créer de véritables enjeux, c'est-à-dire que les personnages, ici on a Chabat qui a eu l'intelligence de rappeler que ce qui rend finalement ce village fort, c'est avant tout leur courage et pas uniquement la potion magique. Donc j'ai vraiment trouvé ça cool que Alain Chabat a eu l'intelligence de remettre ça sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'on a des Romains qui redeviennent dangereux lors d'une phase de l'histoire, de la série. Obélix qui lui trouve de vraies faiblesses, tel Superman avec la kryptonite. Ça c'est vraiment excellent, c'est excellent. Et c'est ce qui nous envoie à un épisode final, mais grandiose, avec une grosse réalisation, une grosse scène limite de bataille, limite épique à la Avengers. Bon, évidemment ça fait référence au Marvel et c'est super bien fait. C'est très rigolo parce qu'on a toujours cet humour très anachronique, propre au film Astérix, mais sans en faire des caisses. Quoique, bon, ça c'est au goût de chacun. Mais disons que ça ne sort pas du côté Astérix sur la forme. Chaque épisode raconte vraiment quelque chose et fait avancer l'histoire. Il y a vraiment, chaque épisode, c'est une petite capsule qui a son intro, son développement et sa conclusion. C'est super bien fait, avec l'apothéose lors de l'épisode final que j'ai vu un samedi matin, tel un gosse, en buvant mon café. Voilà, c'est, vous savez, les gosses qui regardent les dessins animés le samedi matin. Et bien là, c'était vraiment pareil pour moi. J'étais comme un gosse. Ça a fait mon week-end, j'ai kiffé. Et mention spéciale à la scène post-générique avec les sangliers qui m'ont rappelé vraiment le côté avez-vous déjà vu de Chabat. Vraiment, c'est à pisser de rire. Alors, je suis un gosse, voilà, je suis un gosse. Moi, ce genre d'humour, ça me fait beaucoup rire. Donc bref, Astérix et le combat des chefs,
qui, rappelez-vous, est une BD qui a inspiré le dessin animé Le Coup de Menhir qui m'a vraiment théorisé dans mon enfance, puisque c'est la première fois qu'on voyait le village complètement paumé du fait que Panoramix n'était plus disponible. Donc ce n'est pas aussi traumatisant dans cette version Shabba, c'est un peu plus joyeux ici, mais ça n'en reste pas moins très qualitatif. Donc foncez sur cette nouvelle série Astérix Obélix, ça vaut le coup, c'est du vrai Astérix. Malheureusement, le doublage n'est pas au niveau. Je pense qu'on aurait gagné des tas de points si on avait pris de vrais doubleurs. Voilà. Et nous finissons sur la news la plus croustillante qui date un petit peu. J'avais besoin de faire mon enquête de mon côté pour voir si tout était vrai. Apparemment, la productrice Jennifer Solk, donc vous savez, qui est l'ancienne directrice d'Amazon Studios, qui était la responsable de toutes les grosses productions de la plateforme Prime Video, s'est faite renvoyer d'Amazon, enfin en tout cas, elle cède son poste de directrice pour se consacrer désormais à la production. Donc voilà, on l'a fait redescendre d'une marche. Et pour vous faire une petite piqûre de rappel, c'est elle qui prenait les grandes prises de décision dans la série Les Anneaux de Pouvoir, notamment le fait de choisir des débutants totalement inexpérimentés aux commandes, sous la recommandation de J.J. Abrams. On ne t'oubliera pas, mec. Et oui, on ne t'oubliera pas. Enfin, déjà que le mec a été, comment dire, il a participé à la destruction Star Wars. Alors, j'ai défendu Star Wars 7 pour des raisons diverses et variées, et je pense encore. Mais il était quand même présent lors de la destruction Star Wars, voilà. Eh bien, c'est marrant de se dire qu'il a également participé à la destruction du Seigneur des Anneaux, en recommandant ce duo complètement inexpérimenté de showrunner que l'ancienne directrice d'Amazon a choisi comme ça, les bras ouverts. Et rappelons aussi que c'est cette dernière qui a imposé une parité homme-femme dans les films et les séries, même quand cette parité n'a aucun sens. On pensera encore aux Anneaux de Pouvoir, on s'est retrouvé avec une flopée de personnages complètement inutiles pour remplir un cahier des charges. Ça, plus différents quotas, c'était clairement revendiqué de sa part. Jennifer Solk voulait également faire de 007 une franchise à inclusion comme l'avait si bien fait Kathleen Kennedy avec Star Wars. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, le fait de choisir un 007 femme, de faire de la secrétaire de James Bond une leaduse, voire consacrer une série entière à elle, et faire une série consacrée à Felix Leiter. Mon Dieu, ce que c'est intéressant. Bref, tout ceci est maintenant terminé, comme le disait si bien Mace Windu. La fête est terminée. Comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo consacrée à Trump, Amazon est en train de purger ses studios au même titre que Disney, après avoir fermé son département DEI, et c'est particulièrement jouissif à regarder. Malheureusement, ça ne rendra pas les Anneaux de Pouvoir meilleurs pour autant, mais on peut espérer à l'avenir de nouvelles surprises comme Fallout. Ceci étant dit, j'ai grand hâte que la saison 3 des Anneaux de Pouvoir sorte, car si vous, sur ma chaîne, vous aimez le sel, je pense que vous serez servi. Bref, si vous avez des choses à ajouter, des commentaires par rapport à cette salve d'actu, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, évidemment j'y porterai attention. Sur ce, je reviens très vite avec la série The Last of Us, n'oubliez pas le petit bouton d'abonnement, également en Patreon avec mon nouveau podcast Ma phobie de la cancel culture, disponible en lien en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.